La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à une éventuelle destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, les députés qui ont voté dimanche en faveur de sa destitution. Maintenant, ça va être au tour des sénateurs. On va en parler dans un instant. Je vous propose d'écouter à nouveau Dilma Rousseff. C'était lundi, la présidente donc, du Brésil qui s'exprimait au lendemain du vote des députés. Je suis indigné par la décision de la Chambre des députés d'approuver la procédure de destitution contre moi. J'ai la conscience tranquille. Je n'ai rien fait d'illégal ou de frauduleux. Daniel Moraes-Legras, c'est le début de la fin pour Dilma Rousseff, vous pensez que les sénateurs vont aller dans le même sens que les députés? Écoutez, je pense qu'elle va se battre, je pense qu'elle a l'énergie. C'est une battante. C'est une battante, je pense, je le crois profondément. Je pense que son sort est un petit peu, on peut le prévoir déjà, je pense qu'elle va finalement être destituée. En tout cas, elle va être, pendant 180 jours, je pense qu'elle va être mise de côté. Et je pense que Michel Temer, donc... Selon moi, c'est un serpent de mer, c'est un traître. Il a orchestré dans l'ombre tout ça. Il a senti les moments venir et au moment où il sentait que les choses tournaient à sa faveur, il a quitté le pouvoir, il a quitté le gouvernement récemment. Donc je pense que c'est un bel traître. Il me fait vraiment penser à Frank Underwood de House of Cards. Et je pense que... Bon, moins intelligent. Moins charismatique aussi, avec moins de charme. Mais je pense que le sort de Dilma est un peu scellé. Maintenant, j'ai hâte de voir les épisodes de cette telenovela totalement incroyable. Hein. Nous sommes tous très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais juste pour rebondir sur la période où elle était présidente du conseil de Petrobras, je pense que pendant très longtemps, la population brésilienne ignorait tout ça. Mais depuis 2014, je pense quand même qu'on s'intéresse de plus en plus à tout ça. C'est pour ça que je pense qu'on l'associe quand même à toutes ces affaires-là. Et je pense qu'elle paye les prix chers de tout ça, hein, parce qu'elle est directement associée à ça. Maria-Emilia Lecas, vous êtes d'accord avec Daniel? C'est une battante quand même, cette Dilma Rousseff. Elle va quand même pas lâcher. Là, maintenant, elle va se battre, elle va aller jusqu'au bout pour éviter la destitution? Oui, bien sûr qu'elle va se battre. Elle ne va pas renoncer comme a fait Collor. Mais Collor, il avait une intention très forte, que c'était pouvoir revenir comme parlementaire. C'était la condition pour que le processus n'aille pas jusqu'au bout. Elle va se battre, mais je pense qu'elle a très peu de chance. Tous les pronostics sont très pessimistes. Alors, il y a 81 sénateurs, je crois. Alors, apparemment, elle aurait le vote. Mais bon, tout peut changer au Brésil. Il suffit qu'on propose un petit poste ministériel par derrière et c'est terminé. On perd le vote. Elle aurait 31 sénateurs de son côté. En tout cas, c'est ce que disent certains. Oui. Moi, tous les journaux, ils font des comptes. Moi, je ne crois pas trop, en fait. Je pense que c'est très difficile. Et bon, elle va se battre. Lula, vous savez, il était dans un hôtel à Brasilia avec son staff en train d'essayer de tout faire. Mais il y a eu des trahisons incroyables dans ces cirques, comme Daniel a dit pendant les congrès, que je n'ai pas envie de revoir. Ça m'a déprimée, honnêtement. Je n'ai jamais pensé que l'immoralité est arrivée à tel point. Je n'ai pas envie de voir ça au Sénat. Je pense qu'on ne va pas voir. C'est un autre débat, d'autres arguments. Mais c'est difficile pour elle. Ça va être difficile. Alors, Michel Faure, qui la soutient encore aujourd'hui? Sociologiquement, si on devait faire une étude, c'est quelle catégorie de la population qui la soutient aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a deux populations qui ne la soutiennent pas du tout. Il y a une droite traditionnelle absolument hostile au PT depuis très longtemps. Je pense aussi, et parce que sinon les sondages ne seraient pas aussi élevés parmi les opposants à Dilma, qu'il y a des pauvres qui sont à peine sortis de la pauvreté grâce à Lula, qui sont rentrés dans un statut assez précaire d'une classe moyenne fragile et qui sont maintenant avec des intérêts à défendre et qui s'aperçoivent que ces intérêts leur échappent désormais parce que la crise est là. Et je pense que ce qu'il faut, la vraie, moi je vous entends parler dire de beaucoup de mal du Congrès, avec juste raison et tout ça. Il y a tous ces personnages tout à fait douteux comme Cunha ou comme Temer. Néanmoins, il y a une pression populaire qui existe et qui a existé depuis longtemps, qui a existé en fait depuis l'histoire de la Coupe du Monde de foot, avec aussi les horreurs qui se sont passées pour des gens délogés de façon très brutale, etc. Bon, Dilma n'a pas été toujours l'ami
des pauvres qu'on attendait qu'elle soit. Et je pense que tout ça s'accumule avec le temps et avec la crise économique. Et ça amène non pas seulement une rébellion, je dirais, de parlementaires, qui est peut-être pas tout à fait, effectivement, animée par des grands sentiments. Mais c'est un peu les parlementaires suivent peut-être un petit peu en ça ce que dit la population brésilienne, non, peut-être pas dans son ensemble, mais de ce que dit une bonne partie de la population brésilienne, me semble-t-il. Pascal Boniface, oui. Vous voulez réagir? Excusez-moi, non, je ne veux pas rentrer dans la fameuse théorie du complot, dire que c'est la faute aux journaux. Mais certains le disent. J'ai eu déjà des Brésiliens sur le plateau et qui disent qu'ils parlent de complot politico-médiatique aussi, avec la télévision Globo, etc. J'aime pas les mots complot, comme j'aime pas les mots coup d'État et tout ça, c'est un peu... Mais quand même, la presse, elle a œuvré pour cette destitution, pour cette procédure. Donc, je me demande à quel point la masse est mobilisée. Temer, il a annoncé déjà qu'il va faire une politique économique un peu d'austérité. Il va faire des coupes budgétaires. Je ne suis pas sûre que le peuple brésilien ira dans la rue pour se manifester, pour garder... parce qu'il dit qu'il va garder la fameuse Bolsa Famille, la bourse, l'allocation, etc. Mais là, par exemple, pour l'histoire du Congrès, la chaîne SBT, c'était la seule qui n'était pas en train de transmettre en direct les débats au Congrès. Et il paraît qu'elle avait un taux d'audience bien supérieur à tous les autres. Alors, je me demande si la chose est vraiment que dans les congrès. Je me demande à quel point la rue va décider les choses, ou si la balle est vraiment dans le camp du Congrès. Pascal Boniface vient réagir, mais quand même pour vous dire que nos téléspectateurs, nos internautes dans l'ensemble, soutiennent quand même Dilma Rousseff. Certains disent qu'elle a été élue démocratiquement, il n'est pas question qu'elle parte. D'autres, il faut qu'elle tienne bon et relève la tête devant les accusations de ces députés qui eux aussi sont en plein, qui sont mouillés dans ces grandes affaires de corruption. Pascal Boniface, sur le calendrier maintenant, qu'on comprenne bien ce qui va se passer. Alors, sans parler de complot, il y a quand même des stratégies de pouvoir. Et là, la presse est majoritairement aux mains des grands industriels. Ils sont violemment, mais de façon caricaturale, anti-Dilma. Alors, le calendrier, maintenant, si le Sénat confirme à la majorité simple, alors qu'à la Chambre des députés, c'était les 2/3, eh bien, elle sera exclue du pouvoir pendant 180 jours, donc au moment des JO, le temps que l'enquête se fasse pour déterminer ou non l'impeachment. Malgré sa combativité qui est réelle et qu'elle a prouvé personnellement, historiquement, elle a été torturée par les militaires, donc c'est une femme très courageuse, vraiment bon. Mais malgré sa combativité, on peut craindre quand même que la messe ne soit dite contre elle et que la procédure ira jusqu'au bout et qu'elle paraîtra, elle sera, je pense, réhabilitée par l'histoire, parce que effectivement, c'est quand même quelqu'un d'innocent jugé par des gens qui n'ont pas vraiment les mains propres. Mais ça aussi, et puis il y a aussi, Lula pouvait réussir parce qu'il pouvait satisfaire les grandes fortunes et les plus pauvres. En période de disette, c'est plus difficile. On voit quand même dans les naissances, c'est quand même beaucoup de blancs. C'est quand même beaucoup de gens qui tout d'un coup voient que leur femme de ménage a été augmentée, que leurs domestiques ont été augmentés, que maintenant ils râlent, ils demandent des droits qu'ils n'avaient pas auparavant. Et il y a quand même le Brésil, l'image d'Épinal, d'un pays joyeux, etc. C'est un pays profondément injuste, profondément inégalitaire socialement, avec des grandes fortunes énormes et des gens qui ont été dans la misère. Et là, il y a une classe moyenne qui est née, alors, effectivement, qui est fragile, qui craint de retomber dans la pauvreté. Et puis les classes moyennes qui, tout d'un coup, se disent, mince, il y a aussi, nos domestiques vont aussi au centre commercial et des fois, ils prennent aussi l'avion. C'est complètement insupportable et on a du mal à en trouver parce qu'ils peuvent se barrer, je crois que c'est un peu caricatural ce que vous dites là. Je suis désolé. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai vu d'autres contre-exemples. En tous les cas, c'est le débat social et on voit bien quand même qu'il y a une division à la fois ethnique qui recouvre une division sociale qui est très profonde et il y a une volonté de vengeance sociale et politique contre Dilma. Elles sont d'accord quand même. Il y a des dynasties politiques au Brésil qui remontent à l'époque du colonialisme et ces gens-là n'ont été pas du tout contents. L'histoire de l'esclavage n'est pas terminée. Tout à fait. Ils n'ont pas du tout été contents depuis 13 ans, depuis que la gauche est devenue au pouvoir. Donc là, il y a vraiment une classe politique qui ne veut surtout pas chasser la corruption, mais qui veut chasser la gauche. Et c'est même pas la classe politique, c'est une société. Et après, il y a aussi qui est beaucoup plus profonde. Cette espèce de il y a un revanchisme social, il y a une difficulté d'accepter. Lula,
Quand il a été candidat, j'avais des collègues, même journalistes, qui passaient la journée à faire des blagues parce qu'ils faisaient des fautes des Portugais. C'était inadmissible qu'un ouvrier puisse être président. Ça, c'est quand même très présent. Le Brésil est le dernier pays du monde à abolir l'esclavage. Donc, c'est très ancré, hein, je veux dire, ça, il faut reconnaître. Ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas avancé énormément. Socialement, il y a beaucoup de choses à faire. Michel Faure. Oui, je voulais dire une chose, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce que c'est que cette constitution qui permet de limoger, comme ça, de destituer un président démocratiquement élu. C'est une constitution, je voudrais dire 2 mots quand même, parce qu'elle est, elle est un peu à la cause aussi des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est une constitution qui a été créée au lendemain de la dictature militaire, une constitution qui donc a accompli le rêve d'un certain nombre de démocrates qui ont rêvé de pouvoir destituer les militaires quand ils étaient au pouvoir et qui peuvent maintenant désormais le faire quand ils ont un président élu. La deuxième chose, c'est que cette constitution qui fait des kilomètres d'écran quand on la regarde sur Internet, c'est une constitution qui n'a rien à voir avec ce que devrait être une constitution. C'est-à-dire qu'elle s'occupe absolument de tout, elle protège de nombreux intérêts sectoriels. Il y a eu un lobbying absolument extraordinaire qui a fait qu'on a maintenant une constitution au Brésil particulièrement qui empêche les réformes de façon assez forte. Et c'est un peu embêtant maintenant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a un type déplaisant qui va prendre la vice-présidence, qui va prendre la présidence si Dilma est destituée finalement, et que si jamais Temer devait partir à son tour, on aurait Cunha qui serait encore pire. Donc il y a quand même une situation qui, moi, m'inquiète beaucoup. Je pense que l'avenir va être compliqué, que si Dilma Rousseff avait un sens de l'intérêt général, je pense qu'elle devrait démissionner maintenant et que soient organisées des élections rapidement. Alors, elle en a parlé justement, elle a dit qu'en effet c'était une solution, l'organisation d'élections anticipées, mais elle a dit que pour l'instant, en tout cas, c'était pas d'actualité. C'est une solution, Pascal Boniface, justement, des élections. Si démissionne, c'est le vice-président qui prend la place. Il faudrait que le vice-président soit lui-même mis en cause. Et je ne pense pas que... Mais organiser des élections anticipées. Pour l'instant, il faudrait que Temer soit lui en cause, qui a été élu sur le ticket avec Dilma. Donc, si des comptes ont été trafiqués, il y a aussi un petit peu par-ci. Il était déjà vice-président auparavant. Mais en tout cas, si elle démissionne, c'est Temer qui devient président automatiquement. Il faudrait que Temer soit à son tour démissionné ou qu'il démissionne pour qu'il y ait de nouvelles élections. Et là, effectivement, dans le temps présent, Lula pourrait être favori parce que c'est encore le plus populaire ou le moins impopulaire. Mais si Dilma Rousseff démissionne, Temer ne fera pas le cadeau au pays. Je crains qu'il n'ait pas le sens du sacrifice et de l'intérêt national, de nature à dire, pour le bien de mon peuple, je remets ma démission. Je crois qu'il dira, je suis élu et j'y suis, j'y reste. Et je crois aussi qu'il n'y a pas un climat favorable pour des élections. Il y a une polarisation telle, une violence d'un côté et de l'autre. Je ne vois pas un climat pour les élections. Enfin, alors justement, les Jeux Olympiques, quand même, un mot, parce que c'est cet été. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que donc là, les sénateurs devraient se prononcer normalement début mai, est-ce qu'on peut imaginer des grandes manifestations justement au Brésil et peut-être même une intervention de la police justement pour assurer la sécurité de ces JO? En tout cas, est-ce que le risque de dérapage existe aujourd'hui? Parce que justement, cette population est très polarisée. Je pense que le risque, c'est vraiment des manifestations du Parti des travailleurs, de la CUT, c'est les syndicalistes. Bon, il y a la gauche va manifester, ça peut perturber les Jeux Olympiques, effectivement. La police n'est pas la plus gentille au Brésil, elle peut venir avec un peu de force. Mais moi, je ne crains pas... je pense que les Jeux Olympiques vont Non, même le PT n'a pas intérêt, objectivement, à dire qu'il a gâché les Jeux Olympiques, qui est quand même un motif de fierté nationale, qui peut relancer le tourisme, qui peut donner une bonne image de Rio et du Brésil. Donc ça dure. Pendant la Coupe du Monde, il y avait beaucoup de manifestations avant, ça s'est arrêté pendant, ça a repris après. Et là, les Jeux Olympiques, ça dure moins longtemps qu'une Coupe du Monde. Donc il n'y aura, je fais le pari qu'il n'y aura pas de manifestation ou de débordement entre le 5 et le 21 août. Il y en aura avant, il y en aura après, mais il y aura une trêve olympique d'une autre nature que celle de la Grèce antique, mais une trêve olympique parce que personne ne voudra prendre le risque politique devant les Brésiliens de dire que c'est eux qui ont gâché la fête attendue depuis si longtemps. Oui. Daniel Moraes-Legras, vous êtes d'accord aussi avec Pascal Boniface? Vous pensez qu'il y aura une trêve, en tout cas, au moment des Jeux Olympiques? Je le pense, je le souhaite, en tout cas. En tout cas, nous avons vécu ça à la veille de Coupe du Monde. Et on s'est
très bien porté pendant la Coupe du Monde. Donc je pense que ça va être une situation plus ou moins similaire. Je pense que ce sera une trêve, comme vous dites, et que après, c'est vrai que les esprits sont un peu plus peut-être échauffés. Il y a une tension qui est palpable, il y a une sensation d'injustice, justement. Il y a d'autres qui sont très contents. Michel Temer, peut-être, sera déjà le président qui va accueillir justement les Jeux Olympiques. Justement, donc voilà, les chefs d'État, les athlètes, à mon avis... Lui, il s'y voit déjà, en tout cas. Oui, à mon avis, il a son discours déjà. Il l'a déjà, ça a fuité même dans la presse, il a fuité. Voilà. Michel Faure, vous pensez que durant les Jeux Olympiques, en tout cas, il y aura une trêve à ce moment-là? Je l'espère, mais je ne suis pas sûr, parce que j'avais été très étonné quand même par la trêve de la Coupe du Monde, elle a été très courte. Moi, je me disais, un peuple tellement amoureux du football, qui finalement se révolte un peu, descend dans la rue parce qu'on avait dépensé beaucoup d'argent dans la construction des stades et des parkings et des hôtels, etc., et qu'il aurait mieux fallu faire des dépenses dans la santé et dans les écoles. Ça m'a personnellement troublé. Je me suis dit, il y a quand même le football n'est pas tout à fait sacré. Donc est-ce que les Jeux Olympiques le seront? Et il faut dire que les Jeux Olympiques sont beaucoup moins sacrés au Brésil. Le gouvernement essaye de stimuler la population parce que la population, elle aime le foot. Il y a beaucoup l'athlétisme, la natation, ils aiment, mais c'est pas un sport de foule comme le foot. Mais bon, je pense. Vous n'êtes pas très inquiet là pour votre pays? On ne peut pas dire aujourd'hui que la démocratie est fragilisée au Brésil. Vous diriez non, finalement, la démocratie est fortement implantée, enfin suffisamment en tout cas implantée dans le pays. C'est un pays qui va continuer à avancer parce que c'est un pays plein de ressources et qui ne peut aller que de l'avant. Je suis très inquiète, pour vous dire la vérité. Je ne peux pas dire que j'ai je ne vois pas les choses avec un optimisme, mais je ne vois pas un coup d'État militaire, par exemple. Ça, on ne voit pas. Ce n'est pas ça que se dessine. Comme il y a un dicton brésilien qui dit « Le Brésil ne va pas tomber dans le trou parce qu'il est plus grand que le trou ». Donc, j'ai l'impression que ça va continuer, le Brésil. Il y aura une nouvelle embellie économique. Vous savez que le secteur agro-business, ça marche. C'est la seule, parce qu'avec les dollars qui est très fort, et donc la compétitivité brésilienne, elle est pas mal. Donc, le secteur agricole d'exportation, ça marche. Bon, donc, peut-être il y aura, avec une conjoncture mondiale plus favorable... Mais les atouts du Brésil restent, là, c'est conjoncturel. La crise politique, économique, elle est conjoncturelle. Le Brésil ne va pas revenir au statut qui était le sien dans les années 80 et 90. Ça restera le 6e ou le 7e PIB mondial. Et donc là, c'est une crise qui est très profonde, mais l'avenir à moyen terme du Brésil, il n'est pas en cause. Il n'est pas en cause parce que le poids du Brésil ne va pas diminuer à ce point qu'il va rétrograder de plusieurs rangs dans les 5 ans qui viennent. Oui, mais ces entraves sont lourdes. Il y a beaucoup d'entraves quand même pour l'économie brésilienne. Il y a ce qu'on appelle le costo Brésil. Une voiture qui est faite au Brésil, vendue au Mexique, est moins chère que celle qu'on achète au Brésil. Oui, mais c'était déjà le cas il y a 10 ans et le Brésil marchait bien. Donc, alors, c'est pour ça qu'il faut... Je tiens beaucoup à féliciter Dilma Rousseff pour une chose, c'est qu'à la fin de son premier mandat, elle a proposé une révision constitutionnelle. Elle a demandé qu'on soit élu une assemblée constitutionnelle. Et bien sûr, la classe politique n'avait aucune intention de la suivre. Donc, quand même, il ne faut pas jeter trop d'huile sur le feu avec Dilma, qui a quand même parfois bien réagi. Mais c'est un système qui ne fonctionne pas. Daniel Moirel-Legras, et le mot de la fin. Voilà, un mot positif. Est-ce que vous êtes inquiète comme peut l'être Maria-Emilia Alencar? Alors, il y a un autre dicton qui dit que le Brésil n'est pas pour les amateurs. Moi, je crois justement à ce dicton et je crois que c'est un pays qui a une capacité de régénération très forte. Donc, je pense, comme Pascal Boniface, c'est conjoncturel. Bien entendu, ça va prendre quelques années pour se mettre encore à nouveau debout économiquement. Ne soyons pas innocents, ne soyons pas enfantins non plus. Mais je pense qu'on peut se lever petit à petit, et je pense qu'on peut commencer par les Jeux Olympiques. Ce sera l'occasion aussi de faire le grand ménage à la corruption, peut-être revoir aussi la Constitution, simplifier le système politique. On peut voir le verre à moitié plein aussi, si on veut, et puis nous, on aime bien voir le verre à moitié plein. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, et on accueille tout de suite Karim Yeyaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce mardi, c'est tout de suite.
Bonsoir Karim, les médias qui n'en finissent plus de se demander si Dilma Rousseff est finie ou pas. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en a parlé ces derniers jours, on a évoqué longuement les médias brésiliens. Aujourd'hui on va regarder un petit peu les médias français. Alors si les médias brésiliens sont assez partagés à l'image de l'opinion, même si les sondages nous expliquent régulièrement qu'une bonne partie de la population veut voir Dilma Rousseff partir. Du côté des médias français, on est plutôt sceptique face à ce processus de destitution qui est bien engagé. Le site du Monde s'interroge encore une fois, le début de la fin pour Dilma Rousseff. Et ce site internet, celui de Marianne, donne la parole à une historienne qui s'appelle Armel Anders et qui, elle, considère que tout ça n'est qu'une mascarade et que ce vote des députés, c'est un peu le jour de la honte pour le Brésil. Elle est particulièrement virulente à l'égard de ces députés, une cinquantaine qui ont voté contre Dilma Rousseff et qui, contrairement à elle, sont sous le coup d'une procédure judiciaire. Cet article rappelle que Dilma Rousseff n'est justement sous le coup d'aucune procédure judiciaire et l'historienne a la dent dure notamment à l'égard d'Eduardo Cunha, le président du Parlement. Et puis il y a cette histoire relayée par les médias français mais qui a déjà fait le tour des médias brésiliens, cette députée qui cite son mari en exemple le soir où elle vote en faveur de la destitution pour Dilma Rousseff. Le lendemain, il est arrêté pour corruption. Alors évidemment, ça ne va pas forcément redorer l'image des mœurs politiques brésiliennes. Et certains citent cette affaire comme un exemple. Du côté de l'humanité également, on est plutôt sceptique à l'égard de cette destitution. On pointe du doigt une bourgeoisie revancharde qui veut la peau de la gauche. On en parle aussi sur ce site internet, c'est le site de Sputnik qui lui évoque la division qui traverse le pays, ceux qui accusent le gouvernement de corruption et de mauvaise gestion et les autres qui suggèrent une tentative voilée de coup d'État. Et cette image d'un Brésil divisé, on la retrouve sur le site du Monde. Le long du mur de Brasilia, deux Brésil se tournent le dos. C'est un reportage de la correspondante. Certains arborent les couleurs rouges, de l'autre le vert et le jaune. Et dans chaque camp, on est persuadé d'avoir raison. On parle aussi du Brésil sur ce site internet, celui de l'ancien journaliste du Guardian, Glenn Greenwald, qui évoque déjà l'activité de l'opposition, qui justement redouble d'activité et qui va chercher des soutiens, notamment aux États-Unis. Un parlementaire brésilien est parti le lendemain de ce vote du Parlement pour aller chercher du soutien, notamment du côté des Républicains, pour tenter d'être accompagné dans ce processus de destitution. Autre site internet qui s'arrête sur cette actualité, The Economist, Time to Go, une façon de dire qu'il est l'heure pour Dilma Rousseff de partir. Mais tout de même The Economist qui est plutôt critique à l'égard de la politique de Dilma Rousseff ces dernières années, s'interroge sur ce processus de destitution, pas totalement légitime à en croire le journal. Et puis il y a un autre angle qui est très intéressant à découvrir sur le site du Guardian, cette inquiétude autour de la constitution de l'Internet. Une constitution en quelque sorte été créée par Dilma Rousseff il y a 2 ans et son gouvernement, une constitution qui est censée garantir un certain nombre de libertés, en quelque sorte une gouvernance du web. Et à en croire rue 89, ceux qui veulent voir Dilma Rousseff partir veulent aussi remettre en cause cette constitution de l'Internet. Merci Karim. Et à 20h45, vous reviendrez aussi sur cette affiche qui fait polémique en France, une affiche de la CGT contre les violences policières qui suscite donc la polémique à 20h45. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Tout de suite, le journal sur France 24. À demain.